À Hockenheim, ils n'en ont tous que pour leur chouchou, le double champion du monde ou le débutant. Il y a le troisième homme, Frentzen, ou encore les flèches d'argent modernes. Et si du chapeau sortait le genou physico ou un bon tour d'oncle Gerhardt. Dans un stadium de Hockenheim absolument comble. Voici le Grand Prix d'Allemagne, 10e manche du championnat du monde de Formule 1 1997. Regardez les gradins, les tribunes pleines à craquer pour ce Grand Prix d'Allemagne avec finalement une météo plutôt favorable. Il y a eu une averse, vous l'avez vu tout à l'heure, sur la pré-grille de départ. Mais là maintenant, le soleil chauffe et la piste est bien sèche pour 45 tours de course. Pneus slick, vous le constatez, pneus lisses pour tous les concurrents, pour les 22 concurrents. Sur la grille de départ emmenée par Gerhard Berger ici en pole position avec la Benetton Renault. Gerhard Berger, le vétéran autrichien dont on salue le retour après 3 grands prix de repos forcé. On sait qu'il avait souffert d'une inflammation des sinus. Il avait dû se faire opérer. Gerhard, 45 tours d'un circuit très long, un des plus longs du championnat, 6 km 823, soit 307 km de course. C'est aussi, Jacques Lafitte, le circuit le plus rapide de la saison avec Monza. Oui, évidemment, c'est un circuit très rapide. La preuve en est, ça va être la course la plus courte à laquelle on va assister de la saison, environ 1h20, 1h25. Donc un très très rapide Grand Prix avec de très longues lignes droites, des difficultés pour les pilotes à régler leur voiture entre le compromis du stadium qui tourne beaucoup et puis ces longues lignes droites, il faut aussi aller très vite et donc il pose quelques problèmes aux pilotes de freinage, d'aérodynamique. Ça leur pose aussi beaucoup de problèmes d'usure de pneumatiques. Donc il y a un compromis qui est assez difficile à trouver en général et les meilleurs compromis sont les meilleurs à l'arrivée. Les 22 voitures sont bien parties et elles s'élancent dans ces longues rectilignes, ces lignes droites de la forêt entrecoupées des chicanes. Je vous propose tout de suite de nous intéresser aux vitesses de pointe atteintes avant le freinage de la première chicane. Jim Clark, là vous l'avez vu. Physique est là, près de 350 km/h pour la Jordan Peugeot avec le moteur Evolution en qualification. Magnussen, très peu d'appui sur la Stewart Ford. Fontana aussi a essayé une version avec très très peu d'appui. Les favoris, vous voyez, Berger 344, Schumacher un peu moins, les deux frères Schumacher curieusement à la même vitesse. Villeneuve se plaignait un peu de sa vitesse de pointe en qualification et puis vous voyez Verstappen le plus lent à 325 km/h, soit 25 km/h de moins à peu près que Fisichella. C'est quand même beaucoup pour la Tyrrell avec son modeste V8 Ford. On arrive là-bas à l'autre bout du circuit, Jacques, à la haute courbe, et vous le voyez, ces grands arbres et ces lignes droites interminables. Oui, bien sûr, et cette top course a été transformée après l'accident de Patrick Depailler en 1980. Avant, on passait ici à fond, c'était une courbe fantastique et malheureusement, comme on ne pouvait pas reculer les arbres puisque les écologistes allemands sont très puissants, on a préféré faire des chicanes pour éviter ce genre d'accident et ça s'est fait tout de suite après l'accident du regretté Patrick Depailler. Depailler, c'était en effet libre quelques jours avant votre victoire, ici même à Hockenheim, Jacques, sur la Ligier. Oui, j'aurais bien voulu ne pas gagner ici par rapport à Patrick et il a fallu que Jones tombe et une crevaison et s'arrête au stand et j'étais juste derrière lui. Ça m'a permis de remporter ce Grand Prix d'Allemagne avec beaucoup de bonheur. Ici on a la troisième chicane, la plus rapide, mais elle a été ralentie. Elle a été ralentie parce que elle était trop rapide. On a un peu diminué les performances des voitures, mais je crois que c'était aussi très bien parce qu'on arrive après là où les voitures arrivent, c'est l'entrée du stadium, la fournaise d'Hockenheim où 90 000 personnes sont massées dans les tribunes et vont vous voyez, alors oui, cette image formidable, tous les gens voient arriver cette voiture dans cette longue ligne droite. Un des rares points de dépassement possible, ce freinage à l'entrée du stadium, même si c'est un virage assez rapide en 4e. Oui, on peut se laisser aspirer pas mal. Il y a aussi la première chicane, Pierre, où les pilotes vont essayer de se dépasser, sûrement au premier tour, certainement en tout cas. Et puis là, les méandres du stadium, très sinueux. Voilà. Où la difficulté pour les pilotes ici, c'est d'avoir une voiture qui tienne à peu près la route dans ces méandres. Et puis une impression visuelle extraordinaire pour les pilotes, Jacques. Vous arrivez de la forêt avec ces grands sapins, une piste qui semble très étroite et puis soudain ce stade absolument gigantesque. Une explosion, on a l'impression de rentrer tout à fait ailleurs. C'est vrai que vous avez raison de le souligner parce qu'on est tapis souvent derrière les voitures et d'un seul coup on se dit mais c'est pas possible, il y a une ouverture extraordinaire et surtout cette explosion, vous allez voir avec les pétards, Schumacher ou une Ferrari en et tête donc malgré le bruit des moteurs, les pilotes entendent la foule. Oui, je vous assure qu'on la voit, elle est très remuante et vous avez vu que là elle est plutôt colorée en rouge dans les gradins. Évidemment avec Michael Schumacher, le héros de Hockenheim, mais vous le savez, la Formule 1 est à l'heure allemande avec Ralf Schumacher également, le petit frère sur la Jordan Peugeot, et puis Heinz-Harald Frentzen chez
Williams Renault, Gerhard Berger, autrichien, le cousin autrichien, et puis Mercedes, évidemment. Regardez cette grille de départ un petit peu inhabituelle, et c'est pas plus mal. Une course très ouverte, très indécise que ce Grand Prix d'Allemagne, avec une Benetton Renault en pole position, Gerhard Berger à ses côtés, une Jordan Peugeot en première ligne, Fisichella qui a brûlé la politesse à son équipier Schumacher Junior. En deuxième ligne, Mika Hakkinen avec une McLaren Mercedes et Michael Schumacher sur la Ferrari. Pas de Williams Renault dans les deux premières lignes, c'est vraiment très très rare, il y a longtemps que ça n'est pas arrivé. Attention, les feux rouges s'éteignent et c'est parti. Gare au premier virage, au zigzag là-bas, et gare aussi au freinage de la première chicane. Regardez la Ferrari. Ouf, c'est passé juste. Schumacher est troisième. Et il déborde déjà Fisichella, Hakkinen. Et il y a 3 ou 4 voitures de front derrière. Attention, on bouge pas mal et le freinage de la première chicane est souvent très tangent. Avec Frentzen là-bas et puis Hakkinen qui attaque Fisichella qui a un petit peu raté son départ. Le freinage de la chicane, Jim Clark là-bas au fond avec Berger, un petit blocage derrière, Fisichella quand même deuxième, Schumacher troisième, Hakkinen quatrième, allez-y cinquième, bien parti. Et puis tout le peloton qui défile sans encombre, semble-t-il. Oui, en tout cas un très bon départ, pas d'incident, ce qui est assez rare quand même à cette première chicane. Les pilotes savent que la course est très longue. Peut-être bien un incident sur une Williams, Jacques, parce que tous les mécanos Williams sont sortis, ils sont avec des pneus, et c'est pour Heinz-Harald Frentzen qu'on se prépare. Frentzen qui était en... Et même chose c'est Ferrari d'ailleurs, on va accueillir l'une des deux voitures. Il y a Marquez aussi qui est en panne au départ, semble-t-il, avec la Minardi. Et puis Mika Hakkinen également pourrait bien rentrer parce que les McLaren sont prêtes. Eddie Irvine qui a crevé, il y a Frentzen qui a crevé, ils se sont touchés. On les avait pas vus là-bas, ça doit s'être passé dans le on a vu un gros freinage, une grosse poussière, mais je pensais que c'était beaucoup plus loin sur la piste. Irvine et Frentzen qui se sont heurtés, qui ont tous les deux des pneus complètement déchiquetés. Ça m'étonnerait qu'ils puissent revenir au stand sans dommage. Et donc ça ferait déjà deux sérieux candidats au podium qui disparaîtraient. Frentzen décidément guère verni. Vous avez vu aussi le problème des pilotes, c'est ce maudit freinage qui sont à très très grande vitesse avec très peu d'appui. Et on a souvent tendance à bloquer les roues, et bloquer les roues ça veut dire faire des places sur les pneus et avoir une usure très importante. C'est la grosse difficulté de Hockenheim. Fin du premier tour, Berger en tête, Fisichella deuxième, Michael Schumacher troisième, Hakkinen 4, allez-y 5 et Jacques Villeneuve déjà en 6e position. Bien parti le Canadien qui était beaucoup plus loin sur la grille mais qui a profité notamment de la touchette Irvine Frentzen devant lui. Jarno Trulli, excellent départ de la Prost, il est 7e le petit Italien. Barrichello 8e sur la Stewart Ford. Il y a Coulthard qui arrive au stand. Oui, Coulthard est le premier à rentrer au stand des trois hommes que l'on attend. On attend toujours Frentzen et Irvine. Et j'ai bien peur que vous les attendiez longtemps. Frentzen arrive au ralenti dans le stadium, suivi par Irvine. Et derrière eux, les voitures de sécurité, les voitures d'intervention. Et on voit Coulthard qui a effectivement bloqué encore une roue au freinage à l'entrée du motodrome et qui sort de la route. Qui a peut-être un petit peu endommagé son fond plat au passage. Voilà, Coulthard repart avec un demi-tour de retard à peu près. Mais Frentzen et Irvine au ralenti dans le stadium alors que les concurrents de tête là-bas, et je pense que pour Irvine c'est terminé, il y a déjà une fumée assez impressionnante, vous le voyez, qui sort de l'arrière gauche, la roue déchiquetée, Jacques, et la transmission va souffrir. Évidemment aussi le radiateur, vous voyez, sur le flanc de la Ferrari, elle a touché très fortement, elle s'est heurtée avec Frentzen, ça paraît étonnant. Regardez bien les mécanos de Frentzen, ils n'ont pas leur casque, ils n'étaient pas prêts du tout, ils étaient assis, il a rentré un instant dans le stand. Irvine également arrive avec la roue avant droite qui ne touche plus du tout le sol. On change le museau également de Heinz-Harald Frentzen et il y a le feu. Il y a le feu à l'arrière gauche de la Ferrari. Attention, il y a des grosses flammes, on vient de couper le moteur, une grosse fumée également. C'est fini pour Irvine. Oui, c'est définitif et il faut vite sortir un extracteur sur l'arrière gauche de la Ferrari de Eddie Irvine. Et chez Williams, on continue à travailler sur la voiture de Frentzen alors que Berger déboule devant les tribunes pour son deuxième passage. Berger qui a déjà creusé une belle avance, 2 secondes et demie sur Fisichella en deuxième position. Michael Schumacher troisième sur la Ferrari, 4e Hakkinen, 5e Alesi, 6e Villeneuve, et puis Trulli, Barrichello, Ralf Schumacher, Johnny Herbert. Et on rentre Frentzen dans le stand. C'est fini aussi pour Frentzen. Et il me semble que Coulthard, qui est reparti, à moins que ce soit Hakkinen, non c'est Coulthard, et bien soit au ralenti, mes amis. C'est bien possible, Jean-Louis.
Et finalement donc 3 des outsiders de ce Grand Prix d'Allemagne déjà victimes des incidents du premier tour. Et notamment, regardez le freinage de la chicane. Là-bas au bout, on voit les deux voitures qui repassent, Irvine et Frentzen. Après, évidemment, leur contact, leur touchette. Mais évidemment, à l'abord de cette chicane, Jacques, les pilotes sont à près de 300 ou à plus de 300 km/h. Et un contact, une touchette entre deux roues provoque des dégâts considérables. Ce qui m'étonne beaucoup, c'est que sur la grille de départ, Frentzen est en 5e position et Irvine en 10e. Et je n'ai pas bien vu le moment de l'impact, mais peut-être qu'ils se sont simplement... Coulthard aussi qui a été impliqué, et puis Frentzen a vraisemblablement bien raté son départ. Était entre eux, donc Frentzen avait dû bien louper son départ, évidemment. Schumacher ici à la poursuite de Fisichella dans la forêt. Très belle performance pour Berger qui a déjà 2 secondes et demie d'avance sur ses poursuivants. Ça veut dire que la Benetton marche bien. Alors vous savez, comme d'habitude, qu'il y a aussi un problème tactique par rapport aux pneumatiques. Alors certaines écuries sont parties en pneus plus tendres. Il paraîtrait-il que Berger, Alesi, les Benetton, les McLaren sont en pneus tendres et que le reste des écuries Goodyear de pointe sont en pneus durs, c'est-à-dire Ferrari, Jordan et Williams. Alors on va le savoir un peu plus tard, en tout cas chez Prost et chez Stewart, on a dû partir a priori en pneus durs. En pneus durs chez en prévision d'un seul arrêt évidemment. Mais effectivement chez Goodyear on s'oriente plutôt vers une course avec 2 arrêts, en tout cas pour ceux qui sont partis en pneus tendres. Et ça semble être le cas de Gerhard Berger avec la Benetton. Cela explique pourquoi il creuse l'écart avec une telle facilité sur Fisichella et Schumacher. C'est poursuivant immédiat. Oui, alors on pourrait penser aussi que les Benetton sont partis avec pas mal d'essence, parce que je crois qu'ils vont essayer, en tout cas chez Goodyear, de ne faire qu'un seul arrêt, et donc de prévoir peut-être un seul arrêt, parce que la piste est moins chaude qu'elle ne l'était tout à l'heure. 37 degrés, elle est maintenant à 27-28 degrés. Elle va sûrement chauffer pendant la course, parce que vous savez que le beau temps s'est réinstallé et que la température va augmenter. Il va être intéressant de voir le comportement des pneus. Regardez l'avance. Berger, 46-738 s'envole à son 3e passage. 3 secondes d'avance et plus sur Giancarlo Fisichella, le jeune Italien de l'écurie Jordan Peugeot, qui maintient bien son rang et sa 2e place. Il justifie bien sa 2e place des qualifications. Michael Schumacher 3e sur la Ferrari, il est là. Et puis un petit peu plus loin, Hakkinen avec la McLaren Mercedes, inquiété par Jean Alesi sur la seconde Benetton Renault. Les Benetton vraiment à la fête, alors que les Williams sont plus loin. Jacques Villeneuve 6e, et puis Frentzen malheureusement au fond de son garage déjà. Pas prophète en son pays, Frentzen, c'est vraiment l'été pourri pour lui, souvenez-vous. À part sa 2e place à Magny-Cours, eh bien Silverstone a été pour le moins écourté, et c'est encore vrai ici à Hockenheim devant son public. Berger dans le stadium, le grand Autrichien qui connaît bien Hockenheim, qui a souvent été en position de l'emporter ici. Sa dernière victoire en Grand Prix remonte à 1994, alors qu'il était chez Ferrari. Berger, 3 ans déjà sans gagner pour le grand Autrichien. L'an passé, il avait été à 2 doigts de la victoire. Il était encore en tête à 2 tours de l'arrivée lorsque son moteur a rendu l'âme. Je vous propose d'écouter Eddie Irvine. Eddie Irvine, un des protagonistes de ces incidents du départ. Je pense que c'est juste le pneu qui a explosé, qui a surchauffé. Et puis c'est ça qui a provoqué le feu. J'ai pris un bon départ et quelqu'un m'a rentré dedans à l'arrière. Voilà pour l'explication d'Eddie Irvine, qui partait assez loin en effet, qui a pris certainement un très bon départ, qui a dû se faufiler, qui a peut-être été touché par David Coulthard. C'est pas impossible. Oui, parce que Eddie Irvine et Trulli, qui étaient l'un derrière l'autre, sont tous les deux très très bien partis. Trulli s'est faufilé derrière Irvine. Il a eu la chance de passer à travers les embûches. Regardez Jean Alesi qui va essayer de dépasser Mika Hakkinen. Il est blotti sous l'aileron d'Hakkinen. Regardez Flavio Briatore et puis tout le staff de l'équipe Benetton. Je pense que s'il a décidé de faire 2 arrêts, c'est embêtant pour lui d'être bloqué. Il faudra absolument qu'il déborde rapidement. Alors peut-être ici, on en a parlé tout à l'heure, il est un peu loin. Il est encore un peu loin. Et puis on sait qu'on est très déventé derrière ces voitures. Et voilà l'entrée
Alors déventé, qu'est-ce que vous voulez dire par là, Jacques? Déventé, ça veut dire que la configuration aérodynamique des voitures modernes fait qu'avec les fonds plats, quand vous arrivez derrière la voiture, vous n'avez plus d'air sur votre voiture. La voiture, le sillage de la voiture provoque des turbulences. Des turbulences terribles et on est obligé de se décaler, ou alors on perd l'adhérence du train arrière et c'est toujours très très négligeable. C'est ce qui explique aussi que les voitures ont beaucoup de mal à se doubler en ce moment. C'est un air perturbé finalement qui vient appuyer sur les ailerons et sur la voiture qui suit. Voilà, et qui est très très perturbé, ça fait des grosses bourrasques et la voiture a beaucoup moins d'équilibre. Voilà donc le phénomène de déventage très sensible ici à Hockenheim en raison des hautes vitesses évidemment. 350 à l'heure. Même si les appuis sont limités. Regardez les ailerons arrière au plus plat, au plus fin pour favoriser les vitesses de pointe. En tout cas, Berger continue sa vitesse. Il tourne régulièrement 1 seconde plus vite que ses adversaires les plus directs, qui eux sont derrière. Fisichella, Schumacher, Hakkinen, Alesi, Villeneuve et Trulli et Ralf et Schumacher tournent tous dans les mêmes temps, c'est aux alentours de 1,47,4 et 1,47,8. Donc c'est tout un peloton derrière le leader, très très compact, et je crois qu'on va assister à un très beau Grand Prix. Et une 46,3 pour Gerhard Berger, 4 secondes et 7 dixièmes d'avance maintenant pour l'Autrichien. Fisichella toujours en deuxième position avec la Jordan Peugeot, troisième Schumacher sur la Ferrari à 5 secondes 6. Hakkinen que vous voyez là, avec Alesi toujours blotti dans son sillage, il pointe à 8 secondes en 4e et 5e position. Jacques Villeneuve est 6e, mais déjà à 12 secondes 6, juste devant Jarno Trulli sur la Prost Mugen Honda. Excellent début de course du jeune Italien. Ralf Schumacher est 8e sur l'autre Jordan Peugeot à 14 secondes 3. Barrichello 9e sur la Stewart Ford à 16 secondes. Et Johnny Herbert 10e sur la Sauber à 20 secondes, juste devant Demonil et Pedro Diniz, les deux Arrows Yamaha. 11e et 12e, Magnussen est 13e sur l'autre Stewart, Fontana 14e avec la seconde Sauber, Nakano et la Prost pointent en 15e position devant les deux Tyrrell de Salo et Verstappen, alors que Katayama ferme la marche sur la Minardi en 18e position. Voilà, P5 pour Jean Alesi, toujours derrière Hakkinen. Belle performance aussi de la Prost Mugen Honda de Trulli qui se maintient dans le sillage de la Williams Renault de Jacques Villeneuve. Il tourne dans les mêmes temps que ses adversaires. Donc très bonne tenue de cette voiture qui était un peu larguée aux essais, et on est content de voir Trulli et la Prost dans cette position. Alors là, un petit mot de Gerhard Berger, plus de 5 secondes d'avance maintenant. Fisichella est un petit peu sous la menace de Michael Schumacher maintenant, le jeune Italien de l'équipe Jordan Peugeot. Aussi bien chez Jordan que chez Ferrari, d'ailleurs, on a privilégié la fiabilité en ce qui concerne les moteurs, Jacques, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas les moteurs de qualification, le 0,46.2 pour Ferrari, qui a déjà pourtant été utilisé en course à Silverstone. On sait qu'à Silverstone, les courses des Ferrari n'ont pas été jusqu'au bout. Et puis Jordan Peugeot, le moteur Evolution 5, n'est utilisé qu'aux essais qualificatifs et pas pour le Grand Prix. Bien sûr, en fait, c'est un circuit de moteur. Les circuits sont en pleine charge, 70% du circuit, ce qui est très important pour le moteur. Donc on a choisi d'être raisonnable. La différence était très importante pour les essais. Elle l'est beaucoup moins en course avec de l'essence. Et il faut savoir aussi que les Ferrari avaient abandonné à Silverstone, il faut rappeler Pierre, pour des ennuis mécaniques autres que le moteur, c'est-à-dire transmission pour Irvine et roulement de roue arrière pour Ralf Schumacher, pour Michael Schumacher. Et voilà le stadium avec cette vue aérienne. Regardez-moi les tribunes, 83 000 places assises. Elles sont toutes occupées. Et puis il y a encore des tribunes là-bas dans la forêt du côté des chicanes. Les tribunes vont se lever et s'agiter puisque le frangin Ralf Schumacher commence à revenir dans le sillage de Trulli et de la Williams Renault. Regardez, il se rapproche tour après tour. Et puis Michael Schumacher, pas loin de Fisichella non plus. Évidemment. La course ne fait que commencer. On sait qu'elle sera courte, vous l'avez souligné Jacques, 1h20 à peu près. Vous parliez de pleine charge depuis le dernier virage du stadium. Là on est à fond absolu. On passe devant les stands, on tourne à droite, toute cette longue ligne droite à pleine charge, 17 secondes à pleine charge, à fond d'accélération sur les moteurs pendant 1450 mètres. C'est vraiment un exercice de style très particulier. Oui, et puis des vitesses de pointe très très élevées aérodynamiquement, donc des refroidissements un peu différents pour les freins, pour les moteurs, pour les radiateurs. Il y a tout un ensemble 347 pour Villeneuve là en course, alors qu'ils étaient un peu lents pendant les essais, ils ont dû certainement décharger. Parce que Villeneuve, oui, bien sûr. Villeneuve toujours 6e à près de 15 secondes de Berger maintenant, mais le plus rapide en vitesse de pointe, certainement moins efficace dans les virages et dans la partie sinueuse du stadium notamment. Voilà le point de ce Grand Prix d'Allemagne après 7 tours. Il y en a 45 à boucler cet après-midi. On se retrouve dans un instant. À tout de suite.
Retour à Hockenheim avec au ralenti l'incident qui a opposé Frentzen et Irvine. Là on revient un petit peu plus loin dans la course avec Pedro Diniz et Johnny Herbert au freinage. À l'entrée du stadium. Non, de la chicane. Oui, Ostcourve, le virage du fond là-bas, et c'est l'élimination mutuelle pour le Brésilien Pedro Diniz et le Britannique Johnny Herbert, qui était en difficulté d'ailleurs. Regardez, on revoit au ralenti le contact entre Frentzen et Irvine dans le premier virage de ce Grand Prix. Villeneuve qui déboîte et qui a de la chance. Et Frentzen et Irvine se sont touchés, la roue avant droite et la roue arrière gauche. C'est pour ça qu'ils ont tous les deux crevé. Voilà. Et je pense qu'en crevant, ça a déchiqueté c'est pour ça qu'aussi il y avait le feu et vous avez vu le côté de la voiture était très abîmé. C'est le pneu en roulant très vite qui est venu défoncer la carrosserie de la Ferrari. Voilà l'explication. Revenir avec un pneu déchiqueté alors qu'il reste plus de 6 km à boucler pour rentrer au stand, forcément ça ne pardonne pas. En attendant, Berger est toujours en tête. Ouais. Et regardez Villeneuve, là il est 6e, 4 secondes et demie derrière Alesi, mais derrière lui il y a Jarno Trulli sur la Prost et Ralf Schumacher sur la Jordan Peugeot. Jacques Villeneuve, pas trop à la fête, on a souligné ses excellentes vitesses de pointe, certes, mais une voiture pas très efficace dans la partie sinueuse ici du stadium. Vous avez vu au freinage Jarno Trulli, regardez comme il revient sur la Williams Renault, et la même chose pour Ralf Schumacher qui est derrière, vous voyez. Par contre, à partir de maintenant, ce virage, la courbe du Nord, avant cette longue ligne droite, vous allez voir que la Williams Renault de Jacques Villeneuve va un peu s'en aller et très difficile à doubler. Beaucoup de travail en perspective pour Jarno Trulli et Ralf Schumacher pour arriver à dépasser Jacques Villeneuve. On les voit là, regardez, ça se voit très très bien fait. En tout cas, on s'en aperçoit très très bien là. Peut-être que ça veut dire également, Jacques et Pierre, que Jarno Trulli pourra passer à travers les stands en changement de pneu pour essayer de dépasser Villeneuve, de même pour Ralf Schumacher. Si la tactique a été d'un seul arrêt, elle est peut-être aussi pour Jacques Villeneuve, qui expliquerait sa mauvaise position, en tout cas en début de course, parce qu'on pense, à part physique et là Schumacher, les gens devant, que Berger et Hakkinen, eux, sont en pneus tendres. Alors non, on va savoir dans peu de temps. Regardez là. Ralf Schumacher ici, dans le cockpit de sa Jordan Peugeot. Oui, les Jordan Peugeot, Pierre, qui ont toujours été très rapides avec les pneus les plus durs. Depuis le début de la saison, très souvent, elles ont employé les pneus durs. Et elles se comportent très bien avec ces pneus, ce qui est très bon signe pour elles, parce que si elles ne faisaient aussi qu'un arrêt, ça faciliterait beaucoup les performances aujourd'hui. Regardez le freinage de Ralf Schumacher. Et regardez sur cette image les triangles de suspension qui sont complètement profilés. Belle image, j'adore cette image. Magnifique. Et puis le petit coup de pouce sur le bouton, là, vous voyez, de Ralf, là en dessous, peut-être pour parler à la radio. Oui, il y a le petit bouton à droite en bas, voilà. Ouais, pour changer de vitesse. Voilà, regardez cette vue formidable de l'entrée du stadium avec ce monde. Et voyez au freinage, Villeneuve et Trulli qui se rapprochent à chaque fois. Et même Schumacher. Et Jacques Villeneuve. Regardez. On a l'impression que Trulli revient vraiment très près. Vous allez voir, il est très près. Et vous allez voir qu'après la partie rapide, Jacques Villeneuve s'en va. C'est aussi un choix que font les pilotes d'aller un peu plus vite en ligne droite pour empêcher de se faire doubler. Regardez. Les abandons après 11 tours. Herbert et Diniz, on les a vus. Coulthard, bien sûr. Frentzen, Irvine, victime de cette touchette au départ. Et puis Tarso Marquez, qui n'a pas fait un mètre. Voilà. Le pauvre Tarso Marquez qui est resté figé sur sa position. Damon Hill qui s'arrête au stand avec la rose. Yamaha, il était pas mal, il était 10e, Damon. C'est un peu tôt par rapport au changement. Il doit y avoir un problème. On change de roue, évidemment. Mais ou alors on est en pneu tendre, éventuellement. Oui, mais même, il ne fera pas 3 arrêts. 11, 22, 33, ça me paraît un peu court. Il repart avec des pneus neufs. Damon Hill sur la rose Yamaha. Deuxième temps au warm-up ce matin. On a vu des drôles de choses ce matin au warm-up. Jacques, regardez Berger qui a une ligne droite d'avance maintenant sur tout le monde. Il était seulement 5e du warm-up. Jacques Villeneuve avait réussi un très bon temps. Et puis là, il n'est pas dans le coup. Oui, le warm-up de ce matin, il faut le signaler, s'est déroulé un peu. Il pleuvait au départ. Après, la piste s'est asséchée. Donc le temps du warm-up dans ces conditions, c'est le dernier qui tourne, qui a le meilleur temps, qui a raison. Donc ça ne nous a pas donné beaucoup d'indications pour la course cet après-midi. Bon, si ce n'est que les deux Williams avaient l'air d'être beaucoup plus rapides qu'elles ne l'étaient pendant ce week-end. Alors derrière Berger, le leader qui a 9 secondes et demie d'avance au 11e tour. On a des petits wagons avec Fisichella et Michael Schumacher, roue dans roue à 10 secondes à peu près, les voilà dans le stadium. Et puis Hakkinen et Alesi qui pointent à une quinzaine de secondes en 4e et 5e place. Villeneuve, Trulli et Ralf Schumacher sont à 20 secondes déjà du leader. 12 tours couverts par Gerhard Berger.
En tout cas, c'est pas un circuit très épuisant pour les pilotes, parce qu'il y a de longues lignes droites dans lesquelles on a le temps, entre guillemets, de se relaxer ou en tout cas de respirer. On se relaxe vraiment à 350 km/h? Oui, franchement, on se relaxe. Moi, il m'est arrivé souvent à l'époque, les voitures étaient un peu plus difficiles à conduire, on n'avait pas tout automatique et je lâchais une main du volant, un pied aussi pour me relaxer vraiment. Pour éviter les crampes. Et pour éviter les crampes, absolument. Et on se discipline un peu aussi à respirer dans les lignes droites. Il faut respirer. Souvent, on a tendance à être en apnée sur un tour de qualification, alors que là, effectivement, on a intérêt à respirer, à prendre sa respiration. Ça aide beaucoup, en tout cas pour les jeux. Regardez. Eddie Jordan et Pierre-Michel Fauconnier. Jordan Peugeot, très attentif à l'évolution de leur jeune poulain. Ralf Schumacher ici à l'image. En tout cas ici à Hockenheim, c'est la tactique qui est employée par les écuries qui font certainement la différence, que toutes les voitures sont très rapides et ce qui va être très important, c'est de savoir combien d'arrêts vont effectuer ces voitures. Pierre et Jacques, on essaie d'écouter Frentzen si vous voulez. Bien sûr. Allez, c'est la bagarre, on va y aller. Vous avez un problème avec Irvine? Non, ça fait déjà 2 ou 3 fois que ça arrive avec lui, mais ce sont des circonstances de course. C'était pas nécessaire, vraiment. J'étais à l'extérieur, j'avais pas la place pour aller dans la poussière ou hors piste. Et Eddie pense vraiment qu'il est tout seul sur la piste. Il doit penser qu'il y a d'autres gens autour de lui. Quand même très en colère, Frentzen. Quelques petites complaintes encore vis-à-vis d'Irvine. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler d'Irvine, au moins 3 ou 4 Grands Prix. C'est la raison de le dire, c'est des incidents de course. Ça arrive souvent Irvine, on est d'accord, mais enfin bref. On comprend qu'il soit en colère, Heinz-Harald Frentzen, parce que chez Williams Renault, il était un peu dans le collimateur. Silverstone, ça s'était très mal passé, vous le savez, il avait calé au départ, et puis il y avait eu cet incident à Beckett. Cette touchette avec Verstappen dans le fond du peloton, et puis ici Hockenheim devant son public. Chez lui, Frentzen était plus rapide que Villeneuve depuis le début du week-end et malheureusement il ne peut pas concrétiser en course. Et on continue d'apprécier la bagarre que se livrent les 3 voitures que l'on a à l'écran, Villeneuve, Trulli et Ralf Schumacher sur la Jordan Peugeot. Regardez. Alors que là on revoit un incident au freinage de la chicane Jim Clark, semble-t-il, peut-être à la réaccélération. Ici, non, ça c'est une Sauber, je pense. Fontana. Oui. Fontana qui a un tête à queue, qui est parti. Il va repartir, il a beaucoup de chance. C'est dangereux. C'est très dangereux ce qu'il est en train de faire. Il y a pour ainsi dire, voilà, là, un petit coup d'accélérateur, ou alors il a calé. On retrouve dans la haute courbe Fontana qui était en 13e position. Sur la Sauber rescapée, puisque Herbert a disparu suite à une touchette avec Diniz au freinage du chicane. En tout cas, Berger continue à tourner. Il tourne à l'heure actuelle en 1,46. Regardez. Celui par qui le scandale arrive. Eddie Irvine. Qui devrait être confirmé chez Ferrari pour la saison 1998. Ferrari a une option sur le pilote irlandais pour 98, une option qui expire le 31 juillet, c'est-à-dire dans quelques jours. Et en principe, si l'on en croit la rumeur, Irvine devrait être confirmé comme équipier de Michael Schumacher au sein de la Scuderia Ferrari la saison prochaine. Il se prépare chez Sauber à accueillir Fontana s'il a pu repartir. Et je vous propose tout de suite, Jacques, de jouer avec nous pour la première fois cet après-midi au concours Top Position. C'est parti. 3615 code TF1. Vous pouvez gagner le plein d'essence gratuitement auprès de notre partenaire. Berger continue son cavalier seul. Il tourne en 1,45,7. Ses poursuivants immédiats en 47. À part Michael Schumacher qui viendra les danser sur une 46,8. Je veux dire, il a toujours une seconde d'avance sur ses poursuivants. Il a intérêt à attaquer. Il attaque énormément parce que s'il doit faire 2 arrêts, il faut qu'il ait un minimum de 25 secondes d'avance pour pouvoir repartir en tête. J'allais dire, Jacques, c'est quoi le truc de Berger à Hockenheim? Parce que quand même, il se débrouille bien. On se disait que Berger va revenir après une longue période quand même d'immobilisation, de convalescence. Il a été opéré à plusieurs reprises pour son inflammation des sinus. Il a malheureusement perdu son père il y a une dizaine de jours. Gerhard, donc très, très touché physiquement mais aussi moralement. Et puis là, il revient absolument intouchable. Oui, parce que d'abord, je crois que l'absence de Berger, il doit avoir un moral formidable. Ensuite de ça, Hockenheim est un circuit très difficile
pour adapter sa voiture et ses réglages. Berger, vous le savez, c'est le doyen de la Formule 1. Je crois qu'il a couru 11 fois ou 12 fois ici. 13 fois. Alors, vous voyez, c'est la 13e fois en Formule 1. En Formule 1, plus on ne parle pas des autres courses, donc il connaît bien le circuit. C'est un circuit, il faut avoir de l'expérience. Il faut éviter d'attaquer trop en bout de ligne droite, de beaucoup freiner. Il faut avoir une voiture bien équilibrée. Il faut conduire très gentiment les voitures. Il ne faut pas du tout les brusquer. Il faut se servir évidemment aussi beaucoup dans les chicanes des trottoirs. Il faut régler sa voiture pour ça. Et Berger l'a fait très bien. L'autre spécialiste était Michael Schumacher, qui était pas loin non plus avec sa Ferrari. Et c'est vrai que Berger aime bien ici. Il a gagné son dernier Grand Prix ici avec Ferrari en 94. Il a toujours fait des très belles courses ici. On se rappelle que l'année dernière, avec la Ferrari notamment, et que l'année dernière avec sa Benetton Renault, il était en tête de la course et il a laissé gagner Villeneuve quand il a eu un problème avec son moteur. Démonil, pardon, une Williams Renault en tout cas. L'avant-dernier tour. Donc on sait que c'est un pilote brillant ici. Vous savez, les pilotes aussi, on a des petits circuits préférés. Et Jacques, vous vous souvenez bien de qui était derrière Gerhard Berger en 94 quand il avait gagné ici? Oui, bien sûr, c'était les deux Ligier d'Éric Bernard et de Didier Panis, évidemment. Très beau succès. Quand on engrange comme ça 10 points d'un seul coup, c'est bon pour une écurie. Olivier qui était deuxième, c'était sa première saison des fins. Oui. Olivier Panis, que l'on salue au passage. Et Olivier qui est en train de se remettre, on l'a vu tout à l'heure. Jacques, vous ne l'avez pas oublié, bravo de le signaler, mais vous savez que Berger le dit lui-même, il a un secret pour passer les chicanes. Peut-être que vous pourriez nous expliquer ça, parce que vous connaissez vous aussi ce secret du franchissement des chicanes. Non, moi je crois tout simplement que quand on veut aller sur les chicanes, il faut avoir une voiture un tout petit peu plus souple pour éviter qu'elle se lève progressivement, très très durement dans les suspensions. Quand on voyait hier aux essais Schumacher et pas mal d'autres voitures, à part les McLaren étaient pas mal, on voyait les voitures se lever. Donc je crois que oui, on doit avoir une suspension très dure et donc très brutale dans les chicanes, voilà, avec des pertes de motricité. Je préférerais avoir une voiture un peu plus souple. Alors évidemment, c'est le cas de la Benetton Berger. C'est le cas de la Benetton Berger et il passe assez facilement à travers les chicanes. On l'a vu hier aux essais et ça lui a permis de réaliser la pole position. 15 tours couverts, Gerhard Berger va rentrer au stand. On a vu qu'on se prépare chez Benetton. Absolument. Ça signifie que le pilote autrichien effectivement est dans une stratégie à 2 arrêts, 45 tours de course cet après-midi. Nous sommes au 15e, le compte est bon. Il va s'arrêter même au 16e passage. En réalité, Berger avec la Benetton, son avance est de 12 secondes sur Fisichella, 13 sur Michael Schumacher, 20 secondes sur Hakkinen Alesi. Il continue. Gerhard encore un tour et donc quelques secondes qu'il va peut-être grappiller avant de s'arrêter pour son premier ravitaillement. À moins que ce ne soit Jean Alesi qui rentre, Pierre et Jacques, parce que les pneus sont déjà ôtés de leur couverture chauffante chez Benetton Renault. Ah bien, ce serait très logique également, Marc. Voilà Alesi, parce que Alesi est bloqué derrière Hakkinen depuis le début de la course. Et voilà Alesi qui arrive en effet, le premier à s'arrêter chez Benetton. Il est chez vous, Marc? Il arrive, Jean. Les mécanos Ferrari ont enlevé les visseurs pneumatiques pour pouvoir lui permettre de passer à Jean Alesi qui rentrait très très prudemment avec beaucoup d'attention. Vous l'avez vu aux commandes de sa Benetton Renault. Le balai des mécanos, pas de problème au ravitaillement. 7 secondes 3, c'est reparti pour Jean. Allez. Jean Alesi qui pointait donc en 5e position derrière Mika Hakkinen à 20 secondes de son équipier. Il va être intéressant de voir ce qu'a perdu Jean Alesi dans ce ravitaillement en pneumatique et en essence, et on s'affaire aussitôt chez Benetton, ce qui veut dire que Berger va s'arrêter. Il était intelligent pour l'équipe d'arrêter d'abord Alesi qui était en 5e position, un peu gêné par ses adversaires, et surtout de permettre aux mécaniciens de s'entraîner pour que l'homme de tête qui s'appelle Gerhard Berger puisse arriver et que les mécaniciens soient bien rodés. Voilà, c'est mon avis. Jean Alesi qui est reparti en 10e position là-bas entre les deux stewards de Barrichello et Magnussen, alors que Berger ici est à l'entrée du stadium, le leader. 16 tours couverts, un peu plus de 12 secondes d'avance pour Gerhard Berger, une stratégie à 2 arrêts. Alors que Fisichella ne va s'arrêter qu'une seule fois, c'est maintenant une certitude. On sait qu'il est en pneu dur. Visiblement. Michael Schumacher, on n'en sait rien, mais je pense qu'il est aussi dans une stratégie à un seul arrêt. On va voir ça tout de suite. Berger s'arrête. Il arrive chez vous, Marc Minari. Berger maintenant après Alesi. Et de nouveau, un tour après, effectivement, tout le monde qui s'est remis en position. La sucette est brandie devant Gerhard qui arrive un petit peu plus vite que Jean Alesi, même si c'est au limiteur également. Prudemment, on va se placer devant avec la sucette pour lui faire signe de ne pas oublier de freiner au point mort. Gerhard Berger, ravitaillement. Il met beaucoup de régime pour repartir. Qu'est-ce qui se passe, Gerhard? Ça va, il repart. Beaucoup de soucis au niveau du bruit du moteur, mais en fait c'était une fausse alerte. Et 7 secondes d'arrêt également pour Berger qui repart. Il va repartir derrière Hakkinen. Oui. Il sera donc 4e. 4e, il va être intéressant juste maintenant. Derrière Hakkinen en fait. Le voilà Mika. Il va être intéressant de voir justement comment va se comporter la voiture de Berger qui était 1 seconde plus vite que ses adversaires en début de course.
Et on va voir si la tactique employée par Benetton est la bonne, parce qu'il va falloir maintenant doubler, et c'est pas facile de doubler ici Hakkinen. Voilà, les quatrièmes, on a vu que c'était pas facile de doubler Hakkinen puisque Jean Alesi n'y est pas parvenu. On pense aussi que les McLaren vont s'arrêter pour ravitailler, parce qu'elles sont, paraît-il, aussi elles en pneu tendre. Donc une Stewart qui s'arrête, c'est Magnussen. Voilà, et Bridgestone en pneu tendre aussi, on l'a vu avec Damon Hill tout à l'heure. Pas d'affolement chez McLaren, alors a priori peut-être qu'un seul arrêt. Vous savez que c'est très difficile de savoir quelle pneumatique utilise l'écurie, parce qu'on ne nous le dit pas, même si on le demande. Il faut se faire des idées. Fisichella en tête du Grand Prix, Michael Schumacher deuxième. Hakkinen et Berger ne sont pas très loin, une petite dizaine de secondes à peine. Berger en pneu neuf par rapport à Hakkinen, mais avec davantage de carburant à bord. Donc est-ce que les deux... Oui, la différence de carburant n'est pas énorme entre les voitures, puisqu'un va ravitailler dans une dizaine de tours, même pas 7 tours, et donc il y a, on va dire, cette trentaine de litres d'écart, ce qui n'est pas énorme de poids pour les deux voitures. Par rapport au pneu, ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est la vitesse de pointe. Regardez comme il revient sur la voiture Hakkinen, et savoir si, regardez, il est beaucoup plus rapide évidemment dans le stadium avec les pneus. Il va être intéressant de voir à la sortie de la courbe nord, avant cette ligne-droite, de voir où en est Berger très bientôt. Vous allez les voir là, ils sont à l'entrée, regardez. Et c'est maintenant que c'est intéressant pour Berger d'essayer de ne pas être trop près de Hakkinen pour pouvoir, comme il va être plus vite dans la courbe, pour pouvoir arriver avec une survitesse par rapport à Hakkinen en sortie et de coller à l'arrière de cette voiture et de le dépasser au prochain freinage. Alors regardez. Voilà, on est parti pour 1 km à fond. Voilà. Et si Berger parvient à exploiter l'aspiration, non. Mais vous savez, le Mercedes, il pousse bien aussi. Voilà, il pousse bien. Et Hakkinen en ligne droite, regardez les vitesses de pointe. Alors est-ce qu'au freinage avec des pneus 341. Oui, ça va être difficile pour Berger. C'est dommage qu'il soit repartir derrière Hakkinen, qui va lui faire perdre beaucoup de temps pour sa stratégie. En tout cas, regardez, Hakkinen vient de survirer à la sortie de la chicane là-bas, parce que ses pneumatiques sont peut-être un peu loin, et Berger pourrait en profiter à la borde haute courbe à l'autre bout du circuit. Il est tout prêt, hein. Il y va. Magnifique freinage de Berger, beau dépassement. Berger qui prend l'avantage sur Hakkinen, peut-être aussi parce que le Finlandais s'était un petit peu loupé à la sortie de la chicane précédente. Il s'est loupé, ce qui a permis à Berger de revenir très fort, et le pilote finlandais, sachant qu'il s'était loupé, allait être en mauvaise position. Il a préféré, très sportivement, mais attaque impressionnante de Berger. Il s'est vraiment mis à côté. Il n'y avait plus rien à faire pour Hakkinen s'il voulait finir la course et pas avoir d'accrochage. Ce qui est sympa, c'est de voir un de si beaux dépassements aujourd'hui à Hockenheim. Irrésistible Berger. Regardez, il a vraiment plongé, et il n'a pas laissé la moindre occasion à Hakkinen de fermer la porte. Oui, la survitesse occasionnée par ce petit survirage, vous voyez qu'en Formule 1, et ça suffit de peu, vous l'avez bien vu, qu'Hakkinen était un peu en difficulté à la sortie de la chicane Jim Clark. Alors le point au 18e tour, Fisichella en tête sur la Jordan Peugeot. Michael Schumacher deuxième avec la Ferrari, il est à un peu moins de 2 secondes du leader, 2 secondes 3 maintenant. Fisichella qui bombarde, 19e tour. Hakkinen et Berger, c'est donc Berger maintenant évidemment en 3e position. Il est à 10 secondes, mais il s'est déjà arrêté. Donc la stratégie est bonne. Elle est pas mal. Elle est pas mal pour le moment. 4e à 13 secondes maintenant. Jacques Villeneuve en 5e position à 18 secondes, toujours talonné par Trulli et Ralf Schumacher, les genoux. Jean Alesi, après son arrêt, occupe la 8e place à un peu moins de 30 secondes du leader. Barrichello est 9e et Nakano avec la seconde Prost Mugelonda en 10e position. Très belle performance aussi. Alors c'est intéressant de voir, on est maintenant au 19e tour et la course comporte 45 tours, ce qui veut dire que dans 4 tours à peu près, 3-4 tours, on va voir arriver dans les stands une grosse agitation, et il va être intéressant de noter les temps pris et repris par Berger à ses concurrents, parce que Berger va obligatoirement se retrouver en tête avec Michael Schumacher, qui lui aussi va s'arrêter. Donc Berger va reprendre sa position en sachant qu'il va être obligé encore de s'arrêter. Regardez Jacques, quand Berger a dépassé Hakkinen, eh bien Barrichello s'est arrêté lui dans les stands pour faire le plein, mettre des pneus neufs, et c'est lui qui a été le plus rapide pour l'instant sur ce ravitaillement. Bravo, félicitations à l'équipe Stewart. Évidemment, il s'arrête davantage, peut-être qu'il met moins d'essence. On a vu Damon Hill rentrer très tôt en début de course. Il occupe la 13e place maintenant, Damon Hill. Barrichello, lui, est 10e, mais les meilleurs du clan Bridgestone, ce sont les Prost Mugelonda, avec Trulli en 6e position et Nakano maintenant 9e. Oui, et puis Trulli qui est à 1 seconde toujours de Jacques Villeneuve, à 6 secondes d'Hakkinen, c'est formidable. Alors si l'on exclut les utilisateurs de Bridgestone qui sont de toute façon pas dans le coup pour la gagne sur ce circuit de Hockenheim où il fait très chaud, on sait que Bridgestone
Ils n'ont pas pu effectuer d'essai. Ici, on ne fait pas d'essai privé au Hockenheim, donc ils sont un petit peu handicapés par rapport à Goodyear, qui a évidemment énormément d'expérience de cette piste. Si l'on exclut donc les Bridgestone, on constate que seuls dans les favoris, dans les équipes de pointe, seuls les Benetton ont opté pour une stratégie à 2 arrêts. Jacques. Il est sûr, en tout cas, je viens de voir le panneau chez McLaren. Hakkinen va s'arrêter au 25e tour. C'est-à-dire qu'il n'effectuera qu'un seul arrêt. Qu'un seul arrêt, et ensuite ça, il va s'arrêter pas tout à fait à mi-course, parce qu'on s'est aperçu déjà à plusieurs reprises, notamment au Canada et à d'autres Grands Prix, que la McLaren consommait, enfin le moteur Mercedes avait l'air de consommer un peu moins que ses rivaux, et que les voitures McLaren, ou alors un peu plus de capacité de réservoir d'essence, allaient toujours un peu plus loin en essence. On s'en souvient notamment à Montréal, avec David Coulthard, qui avait été longtemps en position de l'emporter. Et on se prépare chez Prost, Mugello Honda pour Trulli ou pour Nakano. Je n'ai pas encore vu les panneaux, mais c'est bientôt. C'est bientôt. Et chez Williams, Renault également se prépare. Et là, pas de soucis. C'est bien pour Jacques Villeneuve. Évidemment. Écoutez, nous sommes au 20e tour. Certains vont anticiper leur arrêt, d'autres vont le retarder un petit peu. Je vous propose de retourner à Paris pour marquer une pause dans ce Grand Prix. Revenir à Hockenheim pour faire le point sur les ravitaillements. A tout de suite. Berger. Retour à Hockenheim dans le 23e des 45 tours de course. Nous sommes à mi-parcours et Ralf Schumacher est dans les stands avec sa Jordan Peugeot. Un arrêt un petit peu long, malheureusement. 12 secondes et 7 dixièmes. C'est long, mais on met beaucoup d'essence parce qu'on s'arrête un peu à la course, 22. Sûr. Il faut aller au bout maintenant, donc on a remis le plein. Cela dit, chez Jordan, on n'est quand même pas les champions du monde des pit stops, Jacques, si je peux me permettre. Oui. Attention, Jarno Trulli s'arrête maintenant chez Prost, Mugello Honda. Il était en bagarre avec c'est Nakano. C'est Nakano qui s'arrête en 10e position. Trulli continue pour l'instant. Fisichella à l'image est en tête, il ne s'est pas encore arrêté. Berger 2e à 9 secondes, vous l'apercevez là-bas au fond de l'image. 3e Michael Schumacher sur la Ferrari, il a ravitaillé. Trulli est 4e, il n'a pas encore ravitaillé. Allez-y 5e, il a déjà effectué un seul de ces 2 ravitaillements. Et puis Ralf Schumacher, qu'on a vu dans les stands, occupait la 6e place. Ça va être chaud avec Hakkinen qui a déjà ravitaillé également. Hier, vous aviez raison, on n'est pas des champions chez Jordan. 33 secondes au total pour le ravitaillement de Ralf Schumacher. Et le record est toujours Barrichello, 27,91. Voilà, donc ça c'est le temps évidemment depuis l'entrée des stands, la ligne d'entrée des stands jusqu'à la ligne de sortie des stands. La zone pit lane qui est limitée en vitesse, on le sait. Oui, non seulement limitée, puis une entrée du stadium dans les box, dans les stands, qui est très difficile, et une chicane vraiment très très fermée où les pilotes, même en prenant les trottoirs, perdent beaucoup de temps. Et la ligne de chronométrage où on doit limiter sa vitesse. Et juste après cette chicane, ça nous a valu une rentrée au stand de Michael Schumacher assez spectaculaire. Mais Michael Schumacher est quand même très attentif à sa vitesse parce que hier, il a été surpris à 89 km/h pendant les qualifications. Le voilà, Michael. Et ça lui a valu $5 000 d'amende. C'est le tarif, on rigole pas. Hein. Alors on va attendre, Pierre, l'arrêt de Fisichella et de Trulli pour savoir maintenant où en sont les 10 hommes en tête, ou les 6 voitures dans les points en tout cas, pour faire un peu le point et savoir ce qui va se passer. Allez-y, et Michael Schumacher maintenant au coude à coude avec 2 stratégies différentes, on le sait. Michael Schumacher, un seul arrêt avec la Ferrari, et Jean Alesi qui a déjà ravitaillé également, mais qui devra encore repasser par les stands avant l'arrivée. Ils sont actuellement 4e et 5e. Je pense que sur un circuit où on ne fait que 45 tours, s'arrêter 2 fois va peut-être poser un problème aujourd'hui à l'écurie Benetton Renault. Parce que bon, on est en tout cas dans le chef d'Alesi qui a perdu pas mal de temps déjà Hakkinen en début de course. Voilà, et puis même Berger qui lui va se retrouver en tête avec quelques secondes d'avance. C'est intéressant de noter s'il a ces 25-26 secondes absolument nécessaires, parce qu'après il sera aussi très difficile pour lui de doubler les leaders, en tout cas les voitures en face de lui qui vont aller très vite en fin de course. Giancarlo Fisichella, le petit Italien de l'écurie Jordan Peugeot, qui caracole en tête et qui confirme ainsi les progrès de l'équipe irlandaise et du moteur V10 français. Regardez les meilleurs tours de Berger et de Fisichella qui rentrent au stand maintenant. Berger qui revenait évidemment sur Fisichella grâce à cette pneu neuf. Regardez la petite chicane, le passage de la ligne. On a envie d'encourager Fisichella à aller plus vite. Vous voyez, il va s'arrêter dans son stand au même moment où Berger va passer. C'est-à-dire que voici, il y a 10 secondes déjà. Beaucoup de fumée de carbone naturellement, ça c'est les freins. On ne s'énerve pas, on remet beaucoup d'essence naturellement. Il est prêt à démarrer. Il est reparti avec des pneus rodés. Voilà, il va repartir devant Michael Schumacher et Jean Alesi, je pense. Il y a Trulli qui rentre au stand aussi chez vous, Jean-Louis. Et le voici, Trulli, en accélérant naturellement maintenant le régime. Alors les pneus, ils sont changés. On remet des gommes rodées là aussi. Le plein complet. L'homme les stankers paye.
Eh bien, c'est comme si on y était. En tout cas, dans les oreilles, on en a plein les oreilles. Merci Jean-Louis Moncet. Nous sommes à la première chicane là-bas, à la chicane Jim Clark, avec Alesi, Schumacher derrière Fisichella qui est donc reparti en deuxième position derrière Gerhard Berger. Un très bon arrêt chez Jordan pour le petit Italien. Le chrono s'était arrêté à 5 secondes 7, mais l'arrêt a quand même été proche des 10 secondes. Certainement mieux que pour Ralf Schumacher et l'autre. Regardez la... Oh, Alesi avec ses pneus neufs. À la hausse courbe. Pas vraiment neuf. Pas vraiment neuf, excusez-moi, justement. Il a fait une erreur incroyable. Au freinage, il a tiré tout droit, Jean Alesi. Alors, on n'a pas beaucoup parlé des freins ici sur ce circuit, mais il n'y a pas, en priori, de beaucoup de problèmes de freins. Il y a des problèmes de freins par rapport à l'équilibre général aérodynamique, au manque d'appui, mais en tout cas pour les disques de carbone industriel, les disques en carbone, je peux vous garantir qu'il n'y aura pas de problème. On n'a pas mis spécialement des gros disques, on a grossi par rapport aux essais, parce que le problème qui se pose ici, c'est si vous avez des freins trop petits, vous freinez trop fort. Attention Alesi, qui est dans le collimateur de Schumacher. Alors que se passe-t-il quand on court-circuite une chicane comme l'a fait Jean Alesi? Jacques Alesi qui bloque ses roues là-bas au freinage de Saxe-Courve dans le stadium. Quand on court-circuite une chicane, en principe on est censé ne pas gagner du temps, ou en tout cas éventuellement laisser passer le pilote qui était avec vous et qui a pris la chicane normalement, ou alors on risque la pénalité, c'est-à-dire un stop and go. Oui, mais en principe on la risque simplement si on a gagné des places, mais en l'occurrence Jean Alesi n'a pas gagné de place dans cette sortie de route. Heureusement pour lui d'ailleurs, sinon il aurait été certainement arrêté. On va voir comment les commissaires vont interpréter ça. Mais enfin hier en Formule 3000, on a constaté un certain laxisme. On revoit il y a eu le aucun freinage problème. manqué de Jean Alesi. Regardez, il reste dans sa position entre Fisichella et Schumacher. Alors il est intéressant de noter que Fisichella a eu la bonne idée de repartir devant ces deux hommes, ce qui lui permet, en tout cas pour la fin de course, qui vont être certainement les deux clients principaux pour la victoire. Un très sérieux candidat à la victoire. Voilà, si on voit ce qui se passe avec Berger. Marc Minardi dans les stands, quoi de neuf du côté des pneus? Du côté des pneus justement de Jacques Villeneuve, Pierre et Jacques, pour vous les montrer, apparemment ils sont en bon état, ces pneus qui ont fait un petit peu plus de 20 tours. Donc voici les pneus que vient de laisser Jacques, juste pour vous montrer sur le pneu avant, l'un des deux pneus avant, ça c'est pas grave, c'est un petit bout de gomme que Jacques a ramassé dans son tour de décélération, et là c'est un gros plat que Jacques avait fait juste avant de rentrer au stand. Et dans l'ensemble, c'est Goodyear qui sont encore très très chauds, alors qu'il y a bientôt une dizaine de minutes que Jacques a ravitaillé. Ils sont en très bon état, c'est important. Oui. Vous savez que la température des pneus c'est à peu près 100 degrés, alors évidemment ça fait chaud quand on met la main dessus, et ça s'arrête pas aussi facilement que ça, parce que toute la gomme est bien chaude de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Deuxième arrêt pour Demonil, alors que nous sommes au 25e tour de course. Je me demande s'il ne va pas s'arrêter 3 fois, le champion du monde. Le voilà. A priori, c'est ce qu'ils avaient dû prévoir, parce qu'on est au 25e tour. Il est 12e au classement. C'est pas très intéressant, la stratégie était étonnante. C'est un peu du bluff chez TWR. C'est étonnant, ça lui permet de faire un beau début de course, mais c'est le résultat qui est important. Il y a déjà un tour de retard, Demonil. Voilà. Et Fontana avec la Sauber aussi dans les stands. Berger vient de boucler son 26e tour du circuit de Hockenheim. Le voilà, Gerhard, avec Demonil derrière lui, donc à un tour maintenant. Berger qui compte 17 secondes d'avance sur Fisichella. Voilà. C'est ça qui était intéressant de noter la différence. 17 secondes. Il va falloir que pendant les 10 tours qui lui restent à parcourir, Gerhard Berger mette à peu près une seconde au tour à Fisichella pour avoir une chance avant la fin de la course d'être en position de gagner cette course. Son dernier passage, une 46.01 pour Berger, une 47.14 voilà. Pour Fisichella. Le compte est bon, une seconde. Oui, une seconde, elle reste, elle était en début de course, elle l'est toujours. Est-ce que ça sera suffisant si on le calcule? Ça va être un peu juste. Alors qu'on revoit les voitures qui ont abandonné depuis le début de ce Grand Prix, toujours beaucoup de casse à Hockenheim, beaucoup de déchets, il fait très chaud. 6 voitures en moins et même un peu plus. Je vous propose maintenant, après tous ces ravitaillements et tous ces changements de position, de jouer avec nous au concours Top Position. C'est parti. 36-15 côté TF1, pas facile aujourd'hui, il faut rester attentif cet après-midi aux évolutions de ce Grand Prix d'Allemagne. Une course très ouverte, très indécise, avec un gros suspense. Gerhard Berger, l'homme de tête, qui doit encore s'arrêter. Pourra-t-il repartir en tête ou alors devra-t-il en découdre avec les poursuivants là-bas, Fisichella, Alesi, Schumacher et même Hakkinen, tous ces hommes qui sont dans un mouchoir, même si Hakkinen maintenant a été pas mal retardé, si Alesi doit encore s'arrêter. Villeneuve occupe la 6e place, toujours talonné par Jarno Trulli qui malheureusement n'a pas pu profiter des ravitaillements pour passer le pilote canadien. Ralf Schumacher toujours 8e, pas de changement de ce côté-là après les ravitaillements. Et une vue aérienne du stadium, Jacques, avec le peloton
de chasse. Derrière Berger, Fisichella. Alors maintenant il va avoir doublé la Tyrrell. Tyrrell de Verstappen. 25 km moins vite en ligne droite. Ça va pas poser de problème à Jean Alesi et à Michael Schumacher. Et voilà, dans cette regardez d'ailleurs, ils sont déjà derrière. Alors vous voyez, quand la différence est aussi importante, on arrive à doubler bien avant le freinage. Voilà, c'est pour Alesi. Alors ça c'est un peu moins bon pour Schumacher qui va avoir du mal. Ah non, il a encore le temps de doubler. Non, il ne pourra pas le doubler au freinage, donc il va certainement perdre un peu de temps parce que la Tyrrell, regardez, non, il va vite. Dans la chicane, elle est assez vite pour pas gêner. Michael est sorti beaucoup plus fort, il va doubler au freinage. Avant haute courbe. Voilà, regardez. Il déboîte imparablement. Avant même le freinage. Bien sûr. Oui, la différence de 20 km/h, c'est beaucoup. Chez Ferrari, très attentif les mécaniciens. Alors Berger, de leur champion. Oui, Berger toujours en tête, il tourne en 1,46,1. Fisichella derrière est à seulement 8 dixièmes. 46,9 pour Fisichella. Voilà, donc si vous voulez, il va être dur, difficile pour la Benetton Renault de Berger l'écart au 27e tour. Il est intéressant de noter cette bagarre franco-française entre les deux motoristes Renault et Peugeot. Je crois que Peugeot a une bonne opportunité aujourd'hui de faire un de ses meilleurs résultats. On le pensait avant la course. Et Jordan Peugeot se comportait merveilleusement bien. Un seul arrêt. Jordan est toujours très rapide avec des pneus durs. Il est pour moi, pour le moment, en tête. Oui, le peloton de chasse avec Hakkinen, Villeneuve, Trulli et Ralf Schumacher, roue dans roue. Ils sont actuellement 5e, 6e, 7e, 8e. Chaud derrière. Rien n'est fini dans ce peloton. Regardez ça. La McLaren Mercedes, la Williams Renault, la Prost Honda et la Jordan Peugeot. Curieusement, Ralf Schumacher avec la Jordan Peugeot complètement à côté de la question si l'on compare son rythme et ses performances à celle de Giancarlo Fisichella. Il est bon, disons, il n'est pas bien parti, il a une mauvaise position sur la grille. En tout cas, ce qui est pendant la course, il tourne un peu moins vite. Ce qui est un peu la différence des essais d'ailleurs, pas pendant le vendredi et le samedi matin, mais en tout cas des essais qualificatifs. Fisichella a dû trouver un bon réglage sur sa voiture parce qu'il est même en course, il est 3-4 dixièmes moins vite que son coéquipier et ça l'autorise d'être pas un très bon départ, d'être en 8e position à l'heure actuelle et d'avoir beaucoup de mal à doubler Trulli, Villeneuve, Hakkinen depuis le début de la course, alors qu'on l'avait vu revenir très fort. Et puis beaucoup de pression, je crois, quand on s'appelle Schumacher et qu'on dispute à Hockenheim son premier Grand Prix d'Allemagne. En tout cas, vous avez vu que ces deux jeunes pilotes vont de plus en plus vite, Fisichella et Schumacher, qui font de moins en moins de fautes et c'est intéressant de noter qu'avec un peu plus d'expérience, quel que soit le jeune pilote de talent, ça marche. Magnussen en difficulté avec un moteur fort. On vous l'avait dit, on va rentrer dans les, pas encore, mais en tout cas dans 5-6 tours, dans les moments critiques du Grand Prix. On se rappelle que Berger avait cassé son moteur un tour avant l'arrivée et c'est vrai que c'est maintenant qu'on peut avoir des petites pannes. Ça chauffe pour les moteurs, la piste est à 32 degrés maintenant. Oui. Alors, Pierre et Jacques, chez Jordan Peugeot, on me fait remarquer que les voitures ne sont pas parties avec, vous savez, ce tout petit aileron à l'avant. Ceci pour retirer un petit peu d'appui aérodynamique, puisque les Jordan ne sont pas partis avec le même moteur qu'en qualification. Vous savez, le moteur évolution. Et par conséquent, ça marche pas mal. On revoit le panache de fumée dans le sillage de la Stewart de Jan Magnussen. Et puis on n'est pas complètement certain que cette petite artifice aérodynamique soit absolument, regardez, spectaculaire. Là, il faut vous dire qu'il y a un moteur. Et derrière, des pistons, des piels, tout est dehors. Ça va peut-être inspirer Phil Collins pour une chanson. Oui, espérons qu'il n'y a pas d'huile sur la piste surtout. Allez, on revient en tête avec Gerhard Berger sur la Benetton. Il n'a plus que 17 secondes d'avance sur Fisichella. Il a du mal, Berger. Il vient de doubler et de perdre 2 secondes par rapport à Fisichella. 49,5, 47,8. Fisichella dans le trafic se débrouille pas mal, regardez. Oui. Il vient de déboîter la Tyrrell à son tour. 17 secondes d'écart. Fisichella peut-être dans le coup pour la gagne cet après-midi. Jean Alesi 3e, mais il va rentrer au stand. Regardez, on se prépare chez Benetton. Oui, Pierre et Jacques, vous l'avez dit tout à l'heure, 27 secondes pour le meilleur arrêt et 17 secondes pour Berger. C'est ça, toute la fourchette est là. Il va repartir, il restera à peu près une 10-12 tours. S'il peut gagner une seconde avec un très bon train de pneus, ça va nous donner une fin de course, une arrivée au sprint exceptionnelle, parce qu'il est dans les temps. Le calcul fait par Benetton Renault n'est pas trop mal. Il est dans les temps, il peut
Si ces pneus évidemment font les mêmes performances qu'en début de course, une seconde de tour lui permettrait peut-être de gagner, mais il faut penser aussi qu'ils doivent doubler les voitures devant eux. Cela dit, quand on l'a vu dépasser avec quelle autorité la Mercedes d'Hakkinen tout à l'heure, on peut se dire que Berger a peut-être une chance d'aller chercher la victoire dans les derniers tours de ce Grand Prix d'Allemagne, mais le suspense est à son comble. Regardez la bagarre que se livre Alesi et Michael Schumacher à l'écran en ce moment. C'est une bagarre terrible aussi pour la 3e place. 3e et 4e. C'est pas Berger qui rentre au stand, ça va être Alesi, comme tout à l'heure. Alesi d'abord, Berger ensuite. Voilà, P1 pour Gerhardt, plus 17 secondes 5, L30, et nous sommes au 30e tour de ce Grand Prix d'Allemagne, aux 2/3 de la distance. En tout cas, le pari fait par Benetton est étonnant qu'il l'ait fait d'abord pour les deux voitures, alors qu'ils avaient donc les deux pilotes choisi des pneus tendres, ce qui explique la stratégie, parce qu'une fois que vous avez choisi vos pneus le samedi matin et pour les équalifs, vous ne pouvez plus changer de stratégie pour le dimanche qui fait très chaud. Ils sont donc obligés de faire Jean Alesi arrive au stand. Voilà la Benetton Renault de Jean Alesi, qui va évidemment perdre des places dans l'aventure. Alors on a oublié de dire aussi une seconde de tour, plus 3 secondes gagnées dans les stands en général par rapport au ravitaillement en essence, qui fait un peu moins d'une seconde de tour. On embarque moins d'essence. Voilà. Allez-y, 8-5, vous voyez, au lieu de 11-12 en général. Voilà, c'est reparti pour Jean Alesi, mais il va repartir derrière le gros du peloton, là, regardez. Voilà, Hakkinen est passé, Villeneuve est là, Trulli, Ralf Schumacher et Jean. Ça va être bon. Seulement 8e. Jean va être content, il va avoir du boulot, il aime ça, il va pouvoir attaquer, il a des pneus tout neufs, une voiture avec de l'essence pour le moment, mais les pneus vont lui permettre de revenir très rapidement sur ce peloton. Et on va voir la qualité de la Benetton Renault ici par rapport à Ralf Schumacher, qui est un peu distancé à l'heure actuelle par ses 3 adversaires. Classement au 30e tour, Berger, Fisichella, Michael Schumacher, et puis Hakkinen, Villeneuve, Trulli. Nous sommes avec Ralf Schumacher dans la Jordan Peugeot. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Il est en plein, il a un petit problème, regardez. Sur le côté de la voiture, il y a quelque chose qui s'est desserré qui doit le gêner. Une petite molette. Et il nous a fait un réglage avec la main gauche à droite du cockpit, assez étonnant. Ouais, c'est ce qui lui a fait perdre 300 à l'heure. Ouais, qui lui a fait perdre un peu de temps peut-être. Et il est toujours occupé, regardez, ça a l'air de le gêner. Ouais, curieux. Oui, vous voyez, ça bouge. Regardez, c'est une fixation. Bon, il ne faut pas qu'il s'inquiète de ça, je ne crois pas que ce soit grand chose, ça doit lui gêner plus avec son volant, regardez, vous voyez. On voit bien sur cette image effectivement que les deux petits ailerons avant ont disparu à la hauteur de la caméra que vous voyez là devant le vous voyez à gauche, ce petit aileron supplémentaire, c'est simplement là, vous venez de dire, la caméra est très bien fixée. Alors qu'il y avait deux petits ailerons un petit peu comme sur les Tyrrell, dans la nouvelle configuration aérodynamique pour les circuits rapides avec très peu d'appui sur les Jordan. Regardez à la loupe ce qui se passe dans le cockpit. Alors, qu'est-ce que c'est qui gêne? J'avoue, franchement, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qu'il y a à droite de la zone. Je suis en train d'essayer de me rappeler. Soit il tourne une molette, peut-être un réglage de frein. C'est intéressant que... Écoutez, Pierre et Jacques, un mécanicien de chez Jordan qui est en train de me montrer que c'est la fixation extérieure du saute-vent qui est en train de bouger un petit peu aussi. Le saute-vent, évidemment, qui et puis il doit craindre, Ralf Schumacher, que ce soit le tour de son cockpit qui est en train de se dépêcher, voilà, à la hauteur des prises d'air des pontons. Alors tout le monde est en train de vérifier ici, autour de la Jordan Peugeot, à vous. 350 km/h, je peux vous dire que le saute-vent, il est utile. Il est très très utile, et s'il n'a plus son vent, il sera obligé de s'arrêter parce que le casque va monter dans l'air et c'est très difficile pour faire une dizaine de tours comme ça. Le saute-vent, c'est ce petit morceau de plexiglas là autour du cockpit qui fait office de pare-brise, si vous voulez. Je me souviens quand je courais en Formule 1 avec mon petit saut-vent, je mettais avant chaque départ un morceau de scotch pour éviter ce genre de mésaventures parce qu'il était fixé avec des petits boulons sur l'avant et on avait toujours très peur pour les raisons qu'on vient d'expliquer. Quand on perd ce saut-vent, il faut s'arrêter, c'est impossible de conduire la voiture. Eh bien, pas le professionnalisme des grands champions. Jacques. Vous avez raison, Jacques, puisque l'un des mécaniciens de Ralf est en train de dérouler un morceau de scotch noir qu'il a collé sur son genou. Il est prêt à recoller ça du côté de Ralf Schumacher quand celui-ci va s'arrêter. Vous pourrez les prévenir que si jamais ça s'en va, c'est tout le pare-brise qui va s'en aller et qu'il faut plutôt préparer un pare-brise avec du scotch. Et un capot. Allez, Berger en tête. Il a une bonne ligne droite d'avance sur la Rose là qui a un tour de retard. Il tourne. Et puis Fisichella, le voilà. Fisichella qui tourne en 1,46,7 et Berger en 1,46,2. Ça veut dire que 5 dixièmes est insuffisant pour Berger pour avoir l'espoir de remporter ce Grand Prix.
Donc Fisichella est en mesure peut-être de remporter ce Grand Prix. Oui, à distance, nous avons un duel entre ces deux hommes. Michael Schumacher sera l'arbitre de ce duel sur la Ferrari. Il occupe la 3e place depuis le ravitaillement de Jean Alesi. Hakkinen 4e, Villeneuve 5e, Trulli 6e, Ralf Schumacher 7e, Jean Alesi 8e, Barrichello 9e, Nakano 10e. Alors on doit signaler que Jean Alesi est seulement par rapport à Villeneuve qui est en 5e position. Jean Alesi est à peine à 3 secondes. C'est un peloton groupé. Oui, c'est un peloton très groupé. Il est à 2 secondes et demie de Villeneuve pour la 5e place qu'il a encore. Et d'Hakkinen, donc ils ont beaucoup. Oui, exactement. Pour la 4e place. Il est à 45 secondes 3 de Berger, Hakkinen, et Jean Alesi à 48 secondes 6. 3 secondes et 4 voitures roue en roue. Ce sont pour les places d'honneur, ça. Voilà. Ici, ce qui nous intéresse, c'est Fisichella Schumacher, le duel pour la 2e place. L'avantage à la Jordan Peugeot, même si Schumacher mène une cadence assez impressionnante avec la Ferrari. Et puis le duel en tête, c'est Berger avec la Benetton Renault d'une part et Giancarlo Fisichella sur la Jordan Peugeot d'autre part. Duel à distance, certes, qui sera bientôt annulé puisque Berger va devoir ravitailler. Bagarre de prestige aussi entre les deux constructeurs français présents en Formule 1. Regardez la flèche pour Berger. Ça veut dire que, et on lui fait signe, il faut attaquer dans le dernier tour. Oui, parce que Berger a 20 secondes à peu près d'avance sur Fisichella. Ce n'est pas suffisant pour repartir en tête, mais avec le truchement des temps autour, je peux vous garantir que ça va faire une fin de course pour la finale, en tout cas pour le moment, les deux voitures susceptibles de gagner un prix sont celles de Berger et Fisichella, si tout se passe bien, avec une très belle bagarre et arbitrée par toujours ce diable rouge de Michael Schumacher. Alors Benetton Renault d'un côté, Jordan Peugeot de l'autre. Bataille de prestige entre les deux constructeurs français impliqués en F1. On sait que ce Grand Prix d'Allemagne est important parce que le marché allemand, c'est le premier marché d'exportation pour Renault et pour Peugeot, et qu'évidemment en termes d'image ici, c'est important de s'imposer en Formule 1. Renault le sait bien. Oui, Chelzer le déclarait tout à l'heure sur la grille de départ. Tout à fait. Renault qui le sait bien avec ses 91 victoires maintenant. Peugeot court après sa première victoire en Formule 1, évidemment avec une histoire beaucoup plus récente dans la discipline reine du sport automobile, mais Peugeot qui avait déjà rencontré le succès dans la plupart des autres catégories rencontrées. Est-ce que Fisichella va avoir un petit coup de pouce de Michael Schumacher, parce que à 26 secondes on ne sait pas si Berger, a priori, devrait repartir entre les deux hommes, mais si le ravitaillement ne se passe pas très bien, il va falloir aussi qu'il double Schumacher, et là, ça va faire les affaires de Fisichella. C'est pour ça que Berger doit attaquer, c'est pour ça qu'on lui a fait signe chez Benetton qu'il faut faire un tour de plus, ça serait bien. Et voire même éventuellement un tour de plus. Mais Villeneuve en panne. C'est peut-être un tournant du championnat du monde, les enfants. Oui, tout à fait. Il y a une Stewart, deuxième Stewart qui vient de s'arrêter moteur. C'est Barrichello. Encore un moteur Ford V10. Alors il va être intéressant. Là, mais Berger qui rentre au stand. Villeneuve donc dans le bac à sable, là-bas à l'autre bout. Berger qui rentre. Schumacher, lui, il joue placé au championnat. Il va savoir que Villeneuve n'est plus là. Ça c'est pour le titre mondial. Mais pour la course, pour la victoire aujourd'hui, ça se joue entre Berger et Fisichella. Berger au stand. Il a le temps de repartir. Il va repartir devant la Ferrari maintenant, c'est sûr, et ça va être très chaud. Il va être très près. Il peut même repartir devant Fisichella. Regardez, attention, ils vont être ensemble. Rapide pour Berger. Il est derrière. Roue dans roue. Berger est reparti juste derrière. Là, Jordan Peugeot, mais il a des pneus neufs. Attention, Gerhardt, on l'a vu attaquer Hakkinen tout à l'heure. Et c'est une lutte impitoyable maintenant avec la victoire au bout du chemin. Nous sommes à 10 tours de l'arrivée dans ce Grand Prix d'Allemagne. Drapeau jaune, attention, on ne peut pas dépasser ici parce qu'il y a monsieur Villeneuve dans le bac à sable. Et Fisichella est toujours en tête. Berger sur ses talons. 10 tours, ça va être long, ça va être dur pour le petit Fisichella. Chapeau pour Gerhard Berger et pour l'écurie Benetton Renault qui ont fait une tactique formidable. En tout cas, Fisichella, vous le savez, est un jeune pilote. Il n'est pas habitué. Voyez, regardez la sortie de route. Regardez. Villeneuve. Il a essayé de dépasser. Voilà, Villeneuve dans une tentative de dépassement sur beaucoup de chance. Trulli, pour Trulli, oui, absolument. Trulli qui l'avait doublé donc. Oui, très. Et bravo. Villeneuve au bac à sable à la faute. Là, c'est Barrichello qui casse. Les événements se précipitent ici à Hockenheim. Alors, pour ne rien manquer d'une fin de course qui s'annonce absolument passionnante, je vous propose de marquer une dernière pause dans ce Grand Prix. À tout de suite. Retour à Hockenheim dans le 37e des 45 tours de course, et vous le constatez en lisant le classement dans le bas de votre écran rapidement. Il y a eu un changement de leader dans ce Grand Prix. Tout de suite les images du dépassement de Gerhard Berger sur Giancarlo Fisichella. Il a déboîté de façon imparable Jacques Lafitte entre les deux chicanes du fond. Incroyable agressivité de Berger. Regardez, il est sorti très bien
de la chicane Gilles, comme tout à l'heure, au même endroit, il avait doublé. Et là, il a refait le formidable. Et Fisichella, très intelligemment, voyant que s'il insistait, il allait sortir de la route, s'est mis tout de suite dans le sillage de Berger en espérant qu'il aille un peu trop loin à l'extérieur et qu'il puisse repasser à l'intérieur. Ça n'a pas été le cas. Et là on repasse en direct sur Jean Alesi dans le peloton de chasse là-bas avec Trulli, Ralf Schumacher et plus Jacques Villeneuve qui a disparu. Jacques Villeneuve, on l'a vu juste avant la pub, qui est parti à la faute en essayant de dépasser Trulli justement, qui avait pris l'avantage sur le Canadien. Beaucoup de pression pour Villeneuve ce week-end, beaucoup de mal à gérer tout ça. Ça s'est bien passé à Silverstone pour lui, mais ici il va perdre gros dans son duel avec Schumacher. Oui, surtout que Schumacher est en 3e position, il peut à la faveur, on ne sait jamais, il peut peut-être terminer 2e, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il a 5 secondes de Fisichella, rien n'est perdu pour lui. En tout cas, il va marquer des points aujourd'hui, ce que ne fera pas Jacques Villeneuve. Je voudrais revenir sur le dépassement de Fisichella, Berger sur Fisichella. C'est là où on voit toute l'importance, en tout cas pour un pilote et pour une écurie, d'avoir un pilote d'expérience. Vous avez vu cette agressivité de Berger qui ne s'est pas loupé. Fisichella très intimidé d'être en première ligne, voyant arriver derrière lui le diable de Berger qu'il craint évidemment. Il a fait un dépassement extraordinaire. Berger sachant, peut-être Jacques vous parlez d'expérience, oui, bien Berger sûr. Sachant que dans les 2 premiers tours en pneus neufs, c'est là qu'il faut vraiment porter des stockades parce qu'on bénéficie d'une adhérence nettement supérieure. Voilà, il fallait le faire, il l'a fait, je veux dire, mais c'est pas aussi évident et aussi simple que ça, c'était très difficile et Berger l'a fait brillamment, je veux dire. Bon, on l'a vu déjà tout à l'heure en début de course sur Hakkinen, après son premier ravitaillement. De la même manière, il avait imparablement débordé son adversaire au freinage de la chicane là-bas au fond. Berger maintenant 2 secondes et un peu plus même, près de 3 secondes d'avance sur Fisichella. Je peux vous dire que si ça avait été Michael Schumacher en position de Fisichella, il serait resté à droite, dans la bonne position, la bonne ligne pour empêcher le Berger de pouvoir le dépasser au freinage. Bon, c'est le jeu et je crois que c'était tout à fait une situation de course très importante et la non-agressivité, je dis pas qu'il n'est pas agressif Fisichella, mais le manque d'expérience, et il pensait pas qu'il allait le doubler. Vous voyez, il était devant, il était rassuré et il s'est fait un peu piéger. En tout cas, c'était beau, regardez. Derrière la bagarre. Le vétéran de la F1, le doyen des Grands Prix, Gerhard Berger, il a 38 ans. Il aura bientôt 38 ans à la fin du mois d'août, alors que Giancarlo Fisichella, le jeune pilote de l'équipe Jordan Peugeot, a 24 ans et c'est sa première saison de F1, première saison complète en tout cas. Berger au passage de la ligne. Regardez comme Fisichella est gêné. Gêné par Diniz, non par Damon. Par Damon, il a disparu. Et la Ferrari est là, regardez, elle est pas loin. Il a perdu du temps Fisichella. C'est Schumacher, c'est vrai. Alors les écarts, Berger, 38e tour. Fisichella est à 3 secondes et demie. Schumacher, 3e à 9 secondes 2. Il y a donc 5 secondes 6 d'écart entre Fisichella et Michael Schumacher. 4e, Mika Hakkinen sur la McLaren Mercedes à 30 secondes. 5e, Jarno Trulli sur la Prost Mugen Honda à 32 secondes. 6e, Ralf Schumacher sur la Jordan Peugeot à 34 secondes. 7e, Jean Alesi avec la Benetton Renault à 36 secondes. Nakano vient ensuite, il est 8e à 1 minute 21. Zemonil 9e à 1 tour. Fontana 10e, ferme la marche. Verstappen sur la Tyrrell. Il reste 11 voitures sur les 22 qui ont pris le départ. Beaucoup de déchets dans ce Grand Prix d'Allemagne. Comme toujours, un Grand Prix très chaud et très exigeant pour les mécaniques. Fisichella tourne en 48, il vient de doubler. Berger en 46-7. Regardez. Petit passage sur les trottoirs de Berger. Vous avez vu, très très bien fait. Regardez comment il prend le trottoir, la voiture se lève. Regardez. La roue est levée, mais vous n'avez pas de secousse à l'arrière. La voiture souple, voilà. comme l'avait dit Jacques. Évidemment, on ne peut pas assouplir à tel point comme une voiture du Paris-Dakar et de mettre la suspension, que toutes les roues soient par terre quand on passe sur une bordure. Mais fuel, position 4, vous voyez, bon, on lui demande de modifier la position de son essence. Je ne pense pas que Berger va tomber en panne d'essence. C'est un réglage de richesse. Voilà, absolument. Aïe. Je vous le disais. Il était un peu en difficulté avec Damon. Regardez. Et il a crevé. Je peux vous dire que là, ça remue dans le stand de Jordan. C'est la colère générale. On est obligé de se pousser. Tout le monde se prépare naturellement. Un réflexe formidable, bien entendu. Il a crevé à l'arrière gauche, Fisichella. On le sentait en difficulté. Je me demandais la question, j'allais vous le dire. Il est en tête à queue, malheureusement. Ça va. Juste à l'entrée des stands. Fini. Il va pas pouvoir repartir. Quelle malchance.
Attention, mais tout le résultat est fini maintenant. Il aura bien du mal à chercher un résultat. Et puis je pense que le porte-moyeu là, il va souffrir. Oui. Je le voyais en difficulté. Damon pouvait le suivre très facilement et c'était pas normal. Voilà, c'était pas normal et j'allais vous le dire. Bon, mais je n'ai pas eu le temps parce que l'image a changé. Mais je sentais que quelque chose se passait chez Jordan Peugeot sur la voiture de Fisichella. Un petit souci. Le voici Fisichella et en cahotant très lentement. Alors je crois que 4 pneus sont prêts. Naturellement, on les change tous les 4. Il maintient le régime Fisichella et il repart. Alors, bien sûr, on ne sait pas si le crevaison est dû à une sortie de route ou à un passage sur les trottoirs. On va le savoir si on voit une image. Mais en tout cas, il est peut-être dû aussi, et faites attention, les gens qui ont des Goodyear et qui n'ont fait qu'un seul arrêt, qu'il n'y ait pas une usure prématurée des pneus. Voilà. Mais Goodyear devrait être au courant. Mais vous savez qu'une fois qu'on a fait la stratégie, on ne peut pas la changer. C'est très difficile par rapport à la quantité d'essence. Est-ce que les Peugeot ont usé un peu plus les pneus? Jordan et Peugeot étaient très rapides avec Fisichella. Est-ce que ça ne va pas regarder? On revoit au ralenti ce qui s'est passé. On voit les débris. Les débris, vous voyez, ça casse. Il a déjà crevé en pleine ligne droite. Il a déjà crevé les débris, c'est les débris. Voilà, regardez ce pauvre Damon qui est en train d'éviter. Regardez. Ah oui. Et il a crevé tout seul comme un grand, le pauvre Giancarlo Fisichella. Et ça me cause des soucis, Jacques, effectivement, pour les utilisateurs de Goodyear qui n'ont effectué qu'un seul arrêt. On sait que dans la guerre des pneus actuellement entre Bridgestone et Goodyear, bien entendu, on va à la limite. On travaille, vous savez, c'est de la chimie, les gommes des pneus. Là, c'est le petit état-queue de Giancarlo dans le dernier virage avant la rentrée au stand. Ça me rappelle un petit peu, alors que Schumacher rentre. Voilà, on est inquiet. On a peur pour les pneus. On est inquiet pour les pneus et on préfère assurer. Schumacher avait 32 secondes d'avance, 21 secondes d'avance sur Hakkinen. Et on assure. Points en championnat, ce qui veut bien dire que ce qui s'est passé, voilà, on ne prend pas de risque chez Ferrari. Bravo Jean-Claude et l'écurie. Et Michael Schumacher, c'est une sage décision. Il veut mieux marquer un peu que rien du tout. Michael Schumacher qui s'arrête sans perdre de place. Il était deuxième, il repart deuxième, semble-t-il. Ça va être juste avec le Finlandais. Je n'ai pas vu passer Mika Hakkinen. Moi je le vois, mais je vous propose. On va voir si tout le monde le voit bien. Attention, on va jouer maintenant au concours Top Position. 36-15 code TF1 pour jouer avec nous et gagner le plein de carburant. Il reste 5 tours. Schumacher, vous ne voyez pas l'image, derrière lui, Mika Hakkinen, voilà, et là tout de suite. Trulli juste derrière. Et Trulli juste derrière. Les trois voitures sont donc et puis Ralph avec la Jordan en bagarre pour la deuxième place, donc fin de course passionnante. Et puis allez-y. Regardez le classement. Berger, Schumacher, Hakkinen. Berger à course gagnée. En tout cas, il a une trentaine de secondes d'avance. Il s'est arrêté 2 fois. Il ne peut en principe rien lui arriver. Excepté casser son moteur un tour avant la fin. Je croise les doigts parce que c'était arrivé l'an dernier pour le pauvre Gerhardt alors qu'il était déjà en tête. Ça ne peut pas lui arriver une deuxième fois. Ron Dennis ici très attentif à l'évolution de Mika Hakkinen. Faut-il arrêter Hakkinen comme Ferrari a arrêté alors que Fisichella revient maintenant au ralenti? Peut-être une conséquence du fait d'avoir roulé sur la jambe tout à l'heure et que la voiture ait souffert finalement. Dommage pour Fisichella. Pierre et Jacques, c'est bien ce que vous aviez pressenti, c'est-à-dire que c'est le pneu qui n'a pas résisté. La chape est complètement arrachée. Il y a des gros trous dedans pour ce qui concerne Fisichella. Alors vous savez que les Jordan Peugeot roulaient avec beaucoup moins d'appui que les autres voitures en course aujourd'hui, qu'elles étaient très rapides en ligne droite. Regardez, ça c'est Fisichella qui s'arrête. Et donc, on usait un peu plus les pneus au freinage dans les courbes, un peu moins d'appui derrière. C'est la petite différence qui fait que ce qu'on disait en début de course, ça peut apporter de gros problèmes à l'écurie et c'est vraiment dommage pour cette écurie Jordan Peugeot qui mériterait bien de marquer des gros points au championnat parce que la voiture était très performante aujourd'hui. Mais enfin, très belle tactique aussi pour l'écurie Ferrari. On a arrêté Michael Schumacher. Il aurait surtout pas fallu l'arrêter un tour après, il sera parti 3e. C'est vrai. Berger en tête, Schumacher à 28 secondes. Hakkinen 3e à 31 secondes. Trulli 4e à 32 secondes. Ralf Schumacher 5e à 35 secondes. Jean Alesi 6e à 37 secondes. Eh bien pour les points, pour les places utiles au classement du championnat, c'est pas fini. Ah non, pour la 3e place, il reste 4 tours à parcourir. Ça va être difficile pour Trulli, pour Schumacher et Alesi parce qu'on a vu qu'il était difficile de doubler. Tous ces pilotes se sont arrêtés une fois au stand à part Alesi. Celui qui pourrait tirer son épingle à l'heure actuelle, s'il en avait la possibilité, c'est Jean Alesi quand il va être un peu plus près de Schumacher et de Trulli. Dans les derniers tours, on pourrait voir une attaque décisive d'Alesi parce qu'on sait qu'il a des pneus un peu plus performants. On sait aussi que les voitures devant lui vont avoir eu des ordres et des consignes
Regardez comme c'est beau, oui. Niki Lauda qui regarde Michael Schumacher dans ses œuvres. Voilà, et on sait que les pilotes devant lui ont eu des consignes des stands peut-être d'assurer. Ils sont en tout cas certainement au courant que les pneus ont une mesure un peu anormale, en tout cas sur une des voitures équipées en Goodyear, ce qui ne veut pas dire que les autres ont la même le même problème, puisqu'elles n'ont certainement pas les mêmes réglages que la Jordan Peugeot. Gerhard Berger en tête à 3 tours de la fin maintenant. La Benetton Renault qui n'a plus gagné de Grand Prix depuis un certain Michael Schumacher. C'était en 1995. Il reste 3 tours. Croisons les doigts. Et pour l'équipe Benetton Renault, ce serait très important de l'emporter. Mika Hakkinen est maintenant 3e sur la McLaren Mercedes. Ça aussi, devant le public allemand, pour la marque à l'étoile, c'est pas volé. Hakkinen sur la McLaren Mercedes, donc 3e devant Trulli. Allez-y, se rapproche. Il est plus qu'à 2 secondes de Ralf Schumacher. Bon, il a fait un tour un peu moins rapide que Ralf, mais il est pas loin et peut-être qu'il pourrait nous créer une bonne surprise. En tout cas, il est dans les points. Les 2 voitures Benetton Renault sont dans les points. Ça sera aussi une belle performance. Ça a été le cas aussi à Silverstone. On est dans l'ère Benetton Renault. Et puis un petit coup de chapeau à Jarno Trulli avec la Prost Mugen Honda qui va marquer 3 points, 4e place au milieu des gros bras du peloton. Trulli qui était champion d'Allemagne de Formule 3 la saison dernière, qui connaît bien Hockenheim, mais en Formule 3 c'est pas exactement la même chose, et qui en est seulement à son 10e Grand Prix de sa jeune carrière. Le jeune pilote italien, il avait souffert à Silverstone il y a 15 jours, et là on revoit la Prost Mugen Honda en bonne position. Oui, on savait qu'avec les pneus Bridgestone, si la température de la piste était forte, s'il y avait une forte chaleur, les pneus marchent très bien ici. Ça, en tout cas on vient de le prouver. Il faut rappeler aussi qu'il y a une petite bagarre aussi pour la 5e place au championnat du monde des constructeurs entre Prost, Mugen Honda et Jordan Peugeot, et qu'ils avaient un point d'écart, et que si malheureusement Fisichella avait marqué les points ou de la première ou de la deuxième place, les gros poinns, ça aurait là ça va redonner un peu d'air à cette écurie grâce à la performance de Jarno Trulli. Mais en attendant, il reste encore 2 tours à parcourir, en tout cas pour le leader Berger, qui lui contournait. Alors là il a ralenti, il tourne en 49, alors que c'est son poursuivant immédiat Ralf Schumacher tourne en 46. Berger assure, Berger veut terminer. On a vu tout à l'heure la position d'essence. Maintenant c'est le pilote qui ralentit, ce n'est pas la voiture, et il n'y a pas de problème mécanique pour lui. Et dans les tribunes, c'est comme si Schumacher avait gagné, vous le constatez. Michael Schumacher 2e, Villeneuve qui abandonne. C'est évidemment tout bénéfice pour le pilote allemand dans la course au titre mondial qui l'oppose au pilote canadien. Mais Berger, le voilà, Gerhard Berger, il assure, c'est un vieux renard, il ne va pas prendre de risque dans ces 2 derniers tours. Il se souvient évidemment de sa mésaventure il y a 12 mois, jour pour jour, sur ce circuit d'Hockenheim. Il était en tête à 2 tours de la fin, talonné par des Monil, il est vrai, et donc poussé dans ses derniers retranchements. Le moteur n'avait pas tenu. Cette fois-ci, ça va marcher, ça va rigoler, ça doit gagner. Quel formidable week-end pour le retour de Berger en F1. Formidable, grand coup de chapeau aussi à Berger, qui vient de perdre son père d'un accident d'avion. Donc je trouve que la vie de temps en temps ça fait bien les choses, mais on a aussi une belle bagarre, hein. Vous avez vu qu'on a vu sur l'écran la différence qui sépare Hakkinen de Trulli à peine moins d'1 seconde. Trulli est en train de faire le forcing aussi pour le podium, évidemment un podium, ça serait formidable pour l'équipe et pour le jeune Jarno Trulli qui en est seulement son 10e Grand Prix, je veux dire, ce serait formidable. Michael Schumacher 2e à 23 secondes, et puis effectivement la bataille pour la 3e place qui fait rage entre Hakkinen et la McLaren Mercedes et Jarno Trulli sur la Prost Mugen Honda. On aimerait les voir à l'image. Nous sommes dans le dernier tour maintenant, mais Hakkinen et Trulli sont coude à coude. Trulli qui tout à l'heure avait débordé Villeneuve avant que Villeneuve ne parte à la faute. Trulli 4e sur la Prost Mugen Honda, mais à moins d'1 seconde de la 3e place. Regardez les supporters allemands debout au passage de la Ferrari, saluer le passage de Michael Schumacher, leur dieu vivant, le diable rouge, comme vous dites, Jacques. Il va avoir s'il est 2e, il va marquer 6 points. Il aura donc une course d'avance sur Jacques Villeneuve. Une victoire d'avance, c'est formidable. Ah oui, c'est non négligeable à ce stade de la saison. Voilà Ralf Schumacher qui passe. Jean Alesi 6e. C'est définitif, hein. Il a un petit peu perdu du terrain sur Schumacher Junior. Trulli n'est pas loin d'Hakkinen, mais pas vraiment en position de l'attaquer. L'important pour le classement du championnat des constructeurs aussi, vous l'avez souligné Jacques, c'est que Trulli reste devant Ralf Schumacher et que la Prost précède la Jordan Peugeot à l'arrivée.
pour cette 5e place au classement des constructeurs, très importante aussi pour des tas de raisons. Oui, Berger, regardez les derniers tours, 45, 49, vraiment il fait l'élastique, il se balade. Berger se balade, il a raison de se balader. On n'a pas l'occasion souvent de gagner un grand prix au volant d'une Benetton Renault ces derniers temps en tout cas. Donc oui, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Presque alors 2 ans. Balade-toi bien parce qu'il faut la gagner celle-là, hein, voilà. C'est important. Depuis ce Grand Prix du Japon 95 remporté par un certain Michael Schumacher ici sur la Ferrari. On se souvient qu'entre 95 et 96 Schumacher était passé de Ferrari de Benetton à Ferrari et Berger avait fait le chemin inverse. Je peux vous dire qu'on a vu une petite image des mécanos. Pour eux aussi c'est beau après 2 ans. C'est une grosse victoire. Regardez-les sur le mur là, ils sont Et oui, pour l'avenir de cette équipe émouvant et formidable. Un petit peu difficile, voilà. Peu délicat. C'est une victoire très importante. Ça y est, c'est fait, Pierre. Que Gerhard Berger remporte aujourd'hui. Formidable succès. Toute l'équipe Benetton Renault est debout. Berger, le doyen de la F1, après une période difficile, après 3 grands prix de repos forcé, qu'il emporte pour son retour. Michael Schumacher maintenant au passage de la ligne, une 2e place qui vaut bien des victoires. Et puis la 3e place pour le podium, c'est évidemment Häkkinen sur la McLaren Mercedes, mais Jarno Trulli n'est pas loin sur la Prost Mugello et Ralf Schumacher non plus sur la et voici Jordan Peugeot. Et puis Jean, allez-y, 6e, bon 6e, Gerhard Berger, c'est sa 10e victoire en F1 pour le pilote autrichien. Une 10e victoire qui s'est fait longtemps attendre, qui aurait dû tomber il y a 1 an. Et regardez Flavio Briatore, pas mécontent de ce succès qui va permettre à l'équipe Benetton de reprendre un peu la tête haute. En tout cas, on peut féliciter Benetton encore une fois d'avoir fait un choix tactique comme dans les bons temps de l'écurie. Ils ont fait un choix qui était difficile, qu'il fallait réaliser. Un très beau calcul et une très belle victoire pour cette écurie et pour spécialement son vétéran Gerhard Berger. Belle image de Démoning, là, le champion du monde qui est venu féliciter Gerhard au passage de la Ostkurve là-bas au fond. Et un beau passage au ralenti du vainqueur du jour, Gerhard Berger, que l'on salue et que l'on va saluer encore dans un instant sur le podium du Grand Prix d'Allemagne. On se retrouve dans quelques petits moments. À tout de suite.